Cargo vert, les enjeux du transport maritime dans le Saint-Laurent est le dernier rendez-vous de la série montréalais, montréalaise et insulaire du Centre de recherche interdisciplinaire en études montréalaises. Présenté en collaboration avec le comité ZIP Jacques Cartier et enregistré le 19 juin 2021, ce parcours déambulatoire à l'île Sainte-Hélène est animé par Jeanne-Hélène Jugy, avec la participation de Caroline Denis, Claude Deschambault, Jean Aubry-Morin, Catherine Guillemette et Claude Comtois. Il a été réalisé dans le cadre de la Semaine du Saint-Laurent. La prise de son est assurée par Yessine Miliani, la musique, le montage et le mixage par Grégory Fitzgerald du studio Sophronique. Donc, bienvenue à la 3e conférence expérience montréalais et insulaire du CRIEM en partenariat avec le comité ZIP Jacques Cartier. Je suis Jeanne-Hélène Jugy et j'ai fait des impacts socio-écologiques du transport maritime mon sujet de doctorat. Je suis actuellement facilitatrice au comité ZIP Jacques Cartier, un OBNL spécialisé dans la protection du Saint-Laurent et dans la conciliation des usages du fleuve à la hauteur de Montréal. Il existe au Québec un réseau de comités ZIP, ZIP signifiant zone d'intervention prioritaire, tout le long du fleuve. Et ce réseau est coordonné par Stratégie Saint-Laurent, qui organise la Semaine du Saint-Laurent à laquelle nous participons aujourd'hui. J'ai avec moi aujourd'hui 5 spécialistes du transport maritime et portuaire et de la gestion des impacts socio-écologiques de celui-ci. Nous sommes réunis pour une promenade sur l'île Sainte-Hélène, au milieu du fleuve et face à Montréal. Le fleuve Saint-Laurent est l'un des grands facilitateurs de l'économie montréalaise, puisqu'environ 80% des produits que nous consommons transitent par bateau à un moment ou à un autre de la chaîne logistique. Le fleuve est aussi à l'origine de la ville, créée au XVIIe siècle, au terminus de la navigation maritime à 1600 km à l'intérieur des terres. Il est le principal couloir de peuplement du Québec et le principal corridor logistique pour les marchandises entrant et sortant de la région des Grands Lacs et de l'Est du Canada. Le port de Montréal est une des plaques tournantes du commerce international et bénéficie d'une excellente intermodalité mer, route, rail. Et le Grand Montréal est sa principale aire de retombées économiques. Évidemment, ces échanges économiques ont des impacts sur le milieu. Le transport par cargo est réputé pour être le plus vert de tous les modes de transport en termes de GES par tonne de marchandises. Cependant, il existe d'autres impacts, d'autres enjeux environnementaux. Parmi ceux-ci, on peut signaler l'artificialisation des rives, la disparition de milieux humides, la perte d'accès au fleuve pour la population, la diffusion involontaire d'espèces exotiques envahissantes, les émissions de GES, bien entendu, et les risques de déversement d'hydrocarbures, ou encore, malheureusement, les collisions avec les mammifères marins. La manutention des marchandises dans les terminaux portuaires génère des nuances sonores et paysagères, de la pollution de l'air et de la congestion routière qui impactent les riverains. La voie maritime, qui permet la navigation en amont de Montréal jusqu'au Grand Lac, est une des principales infrastructures canadiennes. Elle a profondément transformé l'hydromorphologie du fleuve dans les années 50, impactant les milieux humides et hydriques, notamment le lac Saint-Pierre. Dans le contexte actuel, à la fois de reconstruction de l'économie post-Covid et de changement climatique, nous allons discuter ensemble des innovations, meilleures pratiques et opportunités qui animent l'industrie maritime et portuaire à Montréal en matière d'impacts environnementaux. Ma première invitée est Caroline Denis, responsable de la mise en œuvre de la stratégie environnementale du groupe CSL, un transporteur maritime canadien qui opère à Montréal. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors nous sommes près du phare de l'île Sainte-Hélène, à proximité du pont Jacques Cartier, devant nous, ainsi qu'un bateau d'ailleurs de CSL. Peux-tu nous dire quels sont les principaux impacts environnementaux qui préoccupent CSL et l'industrie actuellement, et quels sont les moyens trouvés pour y remédier? Bien, tout d'abord, je pense que c'est important de mentionner que l'intérêt envers la durabilité a vraiment fait boule de neige chez les transporteurs maritimes ces dernières années et on voit un grand nombre d'initiatives environnementales importantes qui sont mises en place par l'industrie maritime. Je vais essayer de vous en mentionner rapidement quelques-uns aujourd'hui. Donc, tout d'abord, l'industrie a investi beaucoup pour améliorer l'efficacité énergétique de sa flotte. Puis comme tu le mentionnais, il y a
le navire demeure toujours le moyen de transport qui émet le moins de gaz à effet de serre pour transporter une tonne de cargo sur 1 kilomètre, comparativement au train, au camion ou encore à l'avion. Qui a énormément investi dans l'achat de nouveaux navires plus performants, dans l'installation de dispositifs d'économie d'énergie, comme des systèmes de récupération de la chaleur, et également la vitesse à laquelle nos navires vont. Donc, il y a également un exemple que j'aimerais partager avec vous, qui est peut-être plus un des cas du groupe CSL. L'année dernière, on a testé sur 2 de nos navires différents types de biocarburants. Et cette année, c'est la moitié de notre flotte canadienne qui opère sur du biocarburant de 2e génération, qui est fait à partir de déchets agricoles. Donc, on est vraiment très excités par cette nouvelle initiative qui est une première dans le système Saint-Laurent-Grand Lac. Et les résultats sont vraiment prometteurs, surtout considérant que l'utilisation de biocarburants permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur une analyse de cycle de vie de plus de 80 %. Donc, on en est vraiment fiers. Néanmoins, on a fait beaucoup d'actions, mais on se rend néanmoins compte qu'il reste encore beaucoup d'efforts pour réduire l'empreinte carbone de l'industrie maritime. Et actuellement, on explore, on teste des technologies, des nouvelles alternatives digitales et émergentes qui vont nous permettre, en fait, de répondre aux grands défis de la décarbonisation à plus long terme. L'autre volet peut-être que j'aimerais aborder aujourd'hui, l'industrie a également fait beaucoup d'actions pour réduire son impact sur les plans d'eau, sur la biodiversité, sur les mammifères marins. Puis, j'aimerais porter une attention aujourd'hui particulière à une très belle initiative de partenariat entre l'industrie maritime, la communauté académique et scientifique. Il s'agit du projet Mars. En fait, le projet Mars est une station acoustique qui va être installée près de Rimouski. Et l'objectif de cette station-là est de mesurer les niveaux de bruit des navires qui vont passer dans la station, être en mesure d'identifier d'où vient le bruit sur les navires pour être ensuite en mesure de mettre en place des mesures de mitigation pour réduire le bruit sous-marin qui est considéré pouvant avoir un impact sur les mammifères marins. Donc, c'est une très belle initiative de partenariat qui va assurer une cohabitation harmonieuse entre l'industrie maritime et la protection des mammifères marins. Et puis, c'est mené par l'Innovation maritime, l'Institut des sciences de la mer à Rimouski et l'Université du Québec à Rimouski. L'opération des navires peut avoir un impact sur les mammifères marins par le bruit sous-marin qu'on peut émettre, mais également au niveau des risques de collision avec les mammifères marins. Et je dirais que l'ensemble des armateurs domestiques ont mis en place des bonnes pratiques, se sont dotés de plans de gestion des mammifères marins, ont donné de la formation à leur équipage pour être en mesure de faire de la collecte de données pour pouvoir, sur l'observation des mammifères marins. Et ces données-là sont vraiment très importantes pour la communauté scientifique, pour mieux comprendre où se situent géographiquement les mammifères marins dans le golfe et l'estuaire. Donc, il y en a énormément d'initiatives qui sont mises en place par l'industrie maritime. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais j'aimerais souligner que le développement durable, la protection de l'environnement fait vraiment partie de l'ADN du milieu maritime. On s'attend à de grands changements dans le futur et on est vraiment très fiers, en fait, de faire partie un peu de la solution du verdissement de l'économie mondiale. Donc, l'industrie canadienne se décarbone et renouvelle sa flotte pour la rendre plus efficiente et propre. C'est très bien, mais lorsqu'on considère l'empreinte écologique d'un objet, on sait qu'il faut considérer tout le cycle de vie de l'objet en question et non sa période d'utilisation. Et donc pour un navire, la construction et le recyclage. Or, le recyclage des navires est réputé pour être fréquemment problématique en termes environnementaux. Qu'en est-il des navires de CSL? En fait, l'industrie, d'ailleurs, il y a le programme de l'Alliance verte qui a l'année dernière, en fait, développé un nouvel indicateur de recyclage des navires. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce qu'est le programme de l'Alliance verte, c'est un programme volontaire de certification environnementale qui aide les entreprises à adopter des pratiques plus vertes. C'est une initiative qui a été développée, je crois, en 2007 par des membres fondateurs comme le Port de Montréal, la Voie maritime, CSL. Et aujourd'hui, c'est un programme nord-américain qui comporte, je pense, 140 membres qui sont des ports, des armateurs, des chantiers, la voie maritime et des terminaux et qui suivent le programme de certification pour verdir leurs opérations. Donc, concernant le recyclage des navires,
l'Alliance verte a développé un nouvel indicateur sur le recyclage des navires. Et chez CSL, on a une politique de recyclage des navires qui est en place depuis 2009 et qui nous oblige à suivre des standards qui sont très stricts pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'impact sur l'environnement et particulièrement également sur la santé des travailleurs. Donc, quand on recycle un navire, on met en place un plan de démantèlement de navire. On va faire des audits sur les chantiers navaux. On fait de la supervision au courant de tout au long du processus du recyclage de navires pour s'assurer que ce qui est mis dans le plan est bien suivi et qu'il n'y ait pas d'incidence sur l'environnement et sur la santé et sécurité des travailleurs. Tu as beaucoup de dossiers différents là, sur les innovations technologiques notamment qui existent dans l'industrie. Est-ce qu'il y en a un qui te tient plus particulièrement à cœur ou qui est particulièrement avancé et que tu voudrais nous partager? Oui, à l'interne, chez CSL, on a développé ce qu'on appelle notre plateforme O2. En fait, c'est qu'on a installé des senseurs sur plusieurs pièces de machinerie à bord du navire, dont le séparateur d'eau huileuse ou sur les moteurs pour savoir en temps réel combien on consomme de carburant. Donc, ça nous permet de nous ajuster notre vitesse pour être plus efficace de manière environnementale. Et dans le cas du séparateur d'eau huileuse, les senseurs nous permettent de savoir exactement quand on fait des rejets d'eau traitée pour s'assurer que ça ne soit pas fait dans des zones de protection des mammifères marins. Donc, en fait, ça nous permet d'avoir des dashboards en temps réel, les membres de l'équipage également à bord et également dans les bureaux. Donc, on a vraiment des navires qui sont plus connectés et ça nous aide à être beaucoup plus conformes à la réglementation et aller au-delà des demandes de la réglementation également. Est-ce que c'est aller au-delà des demandes de la réglementation nationale et internationale? Est-ce que c'est le vœu de CSL ou est-ce que finalement c'est un mouvement général dans toute la flotte canadienne? Bien, je dirais qu'il y a un réel désir de l'industrie maritime d'améliorer et de mener ses activités de manière responsable. Puis justement, le grand succès du programme de l'Alliance verte est vraiment un témoignage de cet intérêt-là et de cette envie-là, puisqu'il y a 140 membres nord-américains qui font partie de ce programme-là et le programme à la base se veut un programme qui va au-delà de la réglementation. Donc, c'est pas juste CSL, je dirais que c'est l'industrie en général qui a vraiment ce désir-là, en fait. Et faire partie, effectivement, d'une solution pour verdir l'économie mondiale. Juste une petite dernière question, peut-être. L'Alliance verte, c'est à l'échelle nord-américaine. J'imagine que les standards ou la volonté de l'industrie de se verdir est aussi très forte en Europe. Mais ailleurs dans le monde, peut-être est-ce un peu différent? Est-ce qu'il y a des grosses disparités dans les... Bien, il y a plusieurs paliers de réglementation. Il y a des réglementations qui sont internationales, la réglementation nationale, régionale, par port. Ils ont ouvert une nouvelle filiale en Europe de l'Alliance verte. Donc, eux aussi ajustent le programme en fonction des standards européens. Et même, il y a certains standards européens qui sont des fois plus élevés que ceux de nord-américains. Et ça nous challenge un peu d'augmenter, en fait, les niveaux qui sont ici pour les gens qui opèrent. C'est une émulation très positive. Absolument. Un partage et c'est très bon pour des deux côtés, en fait. Merci beaucoup, Caroline Denis. Donc nous voilà au débarcadère. La navette fluviale n'a pas encore repris son service. Elle est en arrêt depuis le début de la crise sanitaire. Mais cette navette relie le Vieux-Port devant nous, à Longueuil, sur la rive sud, en passant par l'île Sainte-Hélène, qui est l'une des deux îles façonnées pour accueillir l'exposition universelle de 1967. Claude Deschambault, bonjour. Vous êtes le directeur du service de l'environnement du port de Montréal. Le port étant un gestionnaire d'espace pour les compagnies de transport et de logistique, il génère en lui-même peu de gaz à effet de serre. Par contre, son emprise au sol est importante et doit s'insérer, puisque le port est urbain, à la fois en milieu urbain et dans des milieux très fragiles et très riches en biodiversité, les milieux humides et hydriques. Il y a donc un double défi pour le port de faciliter la gestion et des flux de marchandises et de prendre en compte, en amont des activités et des projets d'expansion, la gestion des impacts environnementaux. On sait que la cohabitation des activités industrielles et résidentielles est toujours quelque chose de sensible.
Et il est vrai que le port de Montréal voit passer des flux de transit qui génèrent des impacts locaux sur des territoires vraiment proches du port. Et les résidents de ces quartiers aimeraient bien se passer finalement de ces nuisances, ce qui est tout à fait légitime. À contre-cœur se pose surtout la question de la préservation des espèces à statut, comme le chevalier cuivré et la rainette faugrillon. Donc comment le port fait-il et peut-il bien gérer ce dilemme des impacts globaux sur les territoires locaux? Bien, en fait, ça se fait à plusieurs niveaux. Évidemment, vous l'avez cité, ça se fait à des niveaux locaux, ça se fait sur la biodiversité, ça se fait aussi sur les populations. Donc, si je prends les projets, en général, on les regarde à 3 niveaux. Donc, évidemment, on regarde l'évitement, l'atténuation et la compensation, le cas échéant. Donc, c'est la vision qu'on utilise au niveau de nos projets. Au niveau des, je dirais, tout ce qui est écosystème, par exemple, Contrecœur, que vous avez cité, c'est un travail qui existe depuis des années, des inventaires, des mesures. C'est des grands spécialistes qui ont étudié nos dossiers et on a justement utilisé l'évitement. Donc, on a déplacé le projet à un autre endroit pour avoir moins d'impact du côté de Contrecœur. On a même regardé d'autres endroits sur le fleuve et puis on est passé à des mesures d'atténuation. Et le cas échéant, lorsqu'il y a plus de moyens, ces 2 étapes-là ont été utilisées. Là. Donc, on procède à de la compensation. Donc, pour le chevalier cuivré, par exemple, on va avoir un impact de 0,8 hectares. Donc, c'est 80 mètres par 100 mètres. Et je ne veux pas donner une image que c'est petit, c'est toujours trop, mais il existe quand même 30 000 hectares. Donc, l'impact sur le projet, sur les herbiers, est de 0,003 %. Donc, malgré tout, on s'est engagé à doubler le nombre d'hectares en plantant de nouveaux herbiers. Pour la rainette faugrillon, par exemple, on a vraiment aménagé le site de façon à ne pas être dans son habitat. Donc, c'est vraiment... Et on a même réorienté le routage des camions pour éviter qu'ils passent également dans l'habitat de la rainette faugrillon. Concernant les citoyens, bien, chaque projet fait l'objet vraiment d'une consultation largement en amont. Quand on parle du projet, par exemple, de Contrecœur, bien, on a commencé à rencontrer les gens en 2014-2015. Et le projet va voir le jour probablement en 2022. Et donc, c'est un long processus, identique les relations avec les communautés autochtones. Donc, on a rencontré beaucoup en amont, en pré-consultation, en consultation. Et au niveau de la population, évidemment, on sait, le port s'est installé à Montréal, est devenu officiel en 1830. La ville s'est bâtie un peu en périphérie du port, donc on doit gérer la cohabitation et la rendre la plus harmonieuse possible. C'est jamais facile, c'est un gros défi. Le bruit, par exemple, est peut-être un des enjeux les plus importants. Par exemple, on avait des enjeux d'alarme de recul. Donc, on a demandé à nos opérateurs de terminaux de modifier et de revenir avec de changer avec des alarmes de nouvelle génération, donc des alarmes de bruit blanc, multifréquences. Et les plaintes ont pratiquement disparu, pratiquement 100% ont disparu. Donc, c'est le genre d'interaction. On a un comité de bon voisinage. On a encore là, on fait des consultations pour les projets autant à Montréal qu'à Contrecœur. On a une personne dédiée aux relations avec les communautés. Et puis, tout récemment aussi, on a embauché une personne qui va être dédiée aux relations avec les communautés autochtones. Puis, en termes de travail qu'on peut faire, évidemment, encore une fois, il n'y a rien de parfait, mais on est en train de travailler avec Environnement Canada, Changement climatique, pour transformer les îles de Boucherville qui sont sous notre gestion en réserve nationale de faune. Donc, ça va être un geste qui va venir maintenant sceller où il n'y aura plus un potentiel de développement quelconque au niveau d'un port, c'est que ça va devenir une réserve nationale de faune. Et ça devrait se passer là, dans les prochains mois, prochaines années. Très bien, très, très intéressant. On a parlé tout à l'heure avec Caroline Denis de l'Alliance verte. Est-ce que, et le port de Montréal fait partie de l'Alliance verte depuis ses débuts. Quels sont les indicateurs qui concernent particulièrement les ports nord-américains?
En fait, pour débuter, les premiers balbutiements de l'Alliance verte ont débuté en 2005. Et justement, on a à peu près tous les intervenants ici qui sont membres, ou même professeur Comtois qui vient donner son appui technique à des comités spécifiques. Donc, en 2007, quand l'Alliance verte est née officiellement, c'était beaucoup plus le Saint-Laurent et les Grands Lacs, donc tout l'écosystème maritime du Saint-Laurent et des Grands Lacs. Et ça s'est accentué. Les ports, maintenant, on est rendu à peu près à 40 ports qui sont membres actifs. C'est pas tous les ports qui ont les mêmes enjeux parce qu'il y a des enjeux marins. Nous, on est en eau douce. Mais maintenant, je vous dirais, ça va de l'enjeu des espèces exotiques envahissantes, les gaz à effet de serre, la cohabitation, les matières résiduelles. Ils ont tous leurs difficultés. La barre est très haute. On a 160 indicateurs de performance à combler pour chacun des niveaux. Et on part d'un niveau, comme l'a expliqué tantôt Caroline, on part du niveau 1, qui est la veille réglementaire, le niveau 2, qui sont le niveau 3, le niveau 2, j'ai un petit blanc de mémoire, le niveau 3, ce sont les plans de gestion, le niveau 4, ce sont des nouvelles technologies, aussi des réductions, donc des défis de réduction, des cibles de réduction, et le niveau 5, qui est le niveau d'excellence et de leadership. Et le port, on est fiers de le dire, donc on a toujours été dans le peloton de tête depuis l'origine de l'Alliance verte, mais particulièrement pour les 2 dernières années, on se situe là, dans les notes de niveau 5 dans l'ensemble des indicateurs de performance. On espère de continuer dans le même sens. L'Alliance verte, c'est vraiment un outil intéressant puisque nos partenaires, nos opérateurs de terminaux pour toute la plupart sont membres de l'Alliance verte. Donc, on a un dialogue identique, même si des fois, on n'a pas les mêmes paramètres, les mêmes indicateurs, mais on a un dialogue et on sait que la barre est haute et on souhaite tous qu'on atteigne les niveaux les plus élevés. Ces résultats-là sont publics, sont, pour question de crédibilité, l'Alliance verte oblige donc une auto-évaluation une année et une évaluation par une firme externe qui est formée par l'Alliance verte pour s'assurer que les évaluations sont égales pour l'ensemble de tous les... Un regard neutre. Oui, absolument. C'est très stimulant et ça donne un cadre au développement, enfin aux actions de verdissement pour l'industrie et pour les ports. Vous avez vraiment vu une transformation entre 2007 où finalement on était au balbutiement et puis maintenant pour ce qui est des ports, oui, l'amélioration est incroyable. Puis particulièrement, je dirais, les relations avec les communautés, l'effort est majeur. Maintenant, la barre est excessivement haute et maintenant, l'Alliance verte, avec les comités qui existent, on est en train d'entrer un nouveau paramètre qui est les relations avec les communautés autochtones. C'est le nouvel indicateur qui s'en vient. Exact. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu des relations avec les communautés autochtones? Parce que c'est un peu moins connu, ça. Oui, puis pour nous aussi, c'était puis vraiment, on était agréablement surpris de la relation et de l'accueil des nations autochtones. Nous, particulièrement, ça a été la nation Huron-Wendat, Abénaquis et les Mohawks de Kanawaki. Mais on a été agréablement surpris de l'accueil et du travail. J'avais justement, jeudi dernier, une réunion avec la communauté Mohawk pour préparer le niveau de communication attendu par la nation pour le projet de Contrecœur. Et est-ce que leurs préoccupations sont assez identiques à celles de la population générale ou est-ce qu'ils ont une sensibilité particulière et des attentes particulières? Ils ont des attentes particulières et leur savoir est nettement différent d'une autre. La perception est différente, mais le mariage des deux est incroyable. Donc oui, je vous dirais que tout ce qui est écosystème fluvial, dans notre cas, par exemple, c'est d'une grande importance. Donc vous allez faire avec eux ce qu'on appelle le co-learning, c'est-à-dire que vous allez apprendre de leur savoir empirique ancestral. Absolument. Et vous allez leur apprendre les impératifs ou les contraintes que peut avoir le port. Absolument. Puis on travaille déjà avec, par exemple, la nation Abénaquis ont une firme indirectement, donc
qui fait nos relevés au niveau des hirondelles de rivage. La nation Mohawk qui va participer prochainement à des relevés sur les tortues, participe aussi à des relevés sur les hirondelles de rivage. Et la nation Huron-Wendat qui va venir participer aussi à un levé archéologique fluvial. Donc, justement, on a plein d'opportunités de travailler ensemble. On va aller au-delà. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une personne qui a été embauchée exclusivement pour renforcer les relations, non seulement autochtones, non seulement pour le projet de Contrecœur, mais l'ensemble de nos activités. Puis au-delà de l'activité comme telle, mais une relation qu'on peut avoir ensemble comme citoyens. Merci. Lorsque j'étais venue vous interviewer en 2017 sur les priorités environnementales du port, vous m'aviez dit qu'il s'agissait surtout de la gestion des eaux de surface. Est-ce que cette question est à peu près réglée ou est-ce que c'est toujours une grande priorité? C'est une priorité. C'est toujours une priorité, mais on a quand même installé, je vous dirais, depuis qu'on s'est parlé, je dois avoir installé environ 10-12 séparateurs hydrodynamiques là, qui sont pratiquement la grosseur ici du bâtiment et qui servent à traiter les eaux de surface. Juste un coûte environ 500 000 $, donc on en a installé quand même plusieurs. Pour différents terminaux? Pour différents terminaux, effectivement. Des terminaux, dès qu'on change, évidemment, le port est vieux, donc dès qu'on change, on profite de l'occasion, lorsqu'on fait un travail sur un terminal, de réaménager le réseau des eaux de surface. Mais je vous dirais que maintenant, ça demeure toujours un enjeu, une priorité, mais je dirais que les gaz à effet de serre, la qualité de l'air, les gaz à effet de serre, pour nous, c'est vraiment l'enjeu prioritaire. Maintenant, c'est l'enjeu vraiment qui vous préoccupe. Vous avez des actions que vous avez menées récemment là-dessus? On en a quand même. Oui, absolument. On vient d'installer une 20e installation électrique pour les navires hivernants. Donc, comme tu l'as mentionné tantôt, on n'est pas le port comme tel. L'administration portuaire, on émet à peu près 3075 tonnes en 2020 de gaz à effet de serre. Mais les installations électriques pour les navires hivernants ont, eux, sauvé 3200 tonnes de gaz à effet de serre. Donc, on ne veut pas jouer le jeu là, de dire bravo, on est carboneutre, mais la réalité, c'est quand même un geste intéressant. Les compagnies maritimes embarquent aussi. Donc, bon, évidemment, il y a le terminal de croisière aussi qui est électrifié. Puis ça c'est couplé, par exemple, on offre l'avitaillement en GNL. Et bon an, mal an, c'est depuis 2017, on parle d'à peu près 35 000 tonnes de gaz à effet de serre en utilisant le GNL. Qui ont été sauvés. Sauvés, absolument. Pour qu'on comprenne bien, les navires qui sont à quai consomment de l'énergie, même quand ils sont vraiment arrêtés. Pourquoi? Bien, parce qu'en fait, un porte-conteneur, par exemple, lorsqu'il y a des opérations, bien, il y a besoin d'énergie pour procéder à ces opérations. Donc, ils transfèrent les conteneurs du côté des opérateurs de terminaux. Puis il y a toute la machinerie, puis c'est malheureusement toute la machinerie qui existe. C'est pas juste une petite génératrice, donc c'est des grosses génératrices. Les moteurs doivent continuer à fonctionner, il faut qu'il y ait de l'électricité. Et c'est notre souci, notre plus gros souci actuellement, ces gaz-là, donc à effet de serre, à peu près 50 des navires à quai représentent l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre au port de Montréal. Mm-hmm. Donc, pour nous, la priorité, ça va être d'électrifier les quais pour les gros navires, pas juste hivernants, mais les navires en général, et que aussi ces lignes maritimes, ces navires, ces armateurs puissent s'équiper aussi de recevoir l'électricité. Oui, c'est parce ça. Que ça va être... Parce qu'il faut aussi que de leur côté, ils aient fait l'effort de changer leur technologie. Est-ce que beaucoup de bateaux, justement, que vous accueillez sont équipés? Pas pour l'instant, mais on voit une tendance qui se dessine où il va en avoir de plus en plus. Je prends le port de Los Angeles, par exemple. Lui, c'est une réglementation, mais maintenant, tous les porte-conteneurs, par exemple, doivent être électrifiables et les ports permettant l'électrification des navires. Donc, c'est la loi. Maintenant, est-ce que ça va arriver ici, au Canada? Je ne suis pas sûr que ça va arriver dans un court laps de temps, mais probablement que l'Europe va faire en sorte que les navires vont de plus en plus s'électrifier parce que c'est un enjeu. Puis on a l'avantage d'avoir de l'électricité propre. Mm-hmm. Donc vous anticipez sur l'avenir, c'est bien. Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci. Donc
Donc nous voilà au bord du fleuve, près des petits rapides. Ces rapides sont les premiers d'une série qui jalonne le fleuve entre Montréal et le lac Erie, ou les derniers en fait si on part de l'amont vers l'aval. Pour pouvoir descendre et remonter le fleuve, on a construit une voie maritime à partir de 1954 et on l'a ouverte à la navigation en 1959. Jean Aubry-Morin, bonjour. Vous êtes le vice-président aux relations extérieures de la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent. Vous êtes responsable du développement durable et des affaires environnementales de la corporation. La voie maritime est une infrastructure internationale, commune au Québec, à l'Ontario et à plusieurs États américains. 8 États. Comment la corporation fait-elle pour composer, concilier toutes ces différentes politiques et les opérationnaliser sur son infrastructure? C'est un défi à long terme. On a été commercialisé en octobre 1998 depuis le pouvoir du ministre des Transports au Canada. Mais on encadre l'ensemble des activités avec des règles qui assurent la pérennité et la sécurité. La sécurité de navigation dans une main, pour s'assurer que les choses se passent de façon efficace, qu'elles soient sensibles aux besoins socio-environnementaux, mais aussi la pérennité des actifs, de l'ensemble des infrastructures de la couronne, qui représentent, comme vous l'avez dit tantôt, là, tout près de 3700 kilomètres d'activités commerciales et économiques pour les deux, le Canada d'un côté et les États-Unis de l'autre. C'est un système intégré. On a une société sœur du côté américain qui fait la même chose, qui, elle, est à l'intérieur du département des transports américain, mais nous avons été, comme je le disais tantôt, on a été commercialisés en 1998, ce qui fait qu'on œuvre au nom du ministre depuis 1998 pour s'assurer des objectifs qu'il nous a donnés. Dans ceux-ci, on est à un moment charnière présentement. Depuis 20 ans déjà, les questions environnementales, sociétales et qu'on appelle maintenant de gouvernance, mais d'encadrement, étaient plus ou moins dans des silos. Et dans les derniers 20 ans, on a vu une convergence de ces questions-là. Et on se retrouve maintenant à un moment où on regarde en avant avec le souci d'être capable de voir comment optimiser, comment rendre plus fertile la question de l'autoroute de l'eau, en fait. Ce qu'on a derrière nous présentement, c'est l'ensemble de l'activité économique de deux nations qui non seulement touche la question régionale, mais touche la question binationale, qui représente, et les gens ne le savent pas vraiment, là, mais la troisième économie mondiale. Il y a tout près de 158 millions d'individus qui sont touchés directement par cette activité-là. Et si c'était un pays, ça serait la troisième économie mondiale. Ce qui fait que c'est énorme dans un sens. Il faut savoir le protéger tout en donnant aux communautés locales et régionales leur présence. On va parler d'accès à l'eau, de protéger le bien-être et la question socio-environnementale, qui fait partie des objectifs que le ministre nous a donnés pour s'assurer que ça soit fait. Et ça touche plein de questions. On parle de la grande politique, mais la réalité de la voie maritime, c'est comment les livrer sur le plancher, comment opérationnaliser cette réalité-là pour qu'elle soit efficace dans son résultat pour le citoyen qui se tient aujourd'hui devant le fleuve et qui veut s'assurer qu'il puisse avoir accès à l'eau, que c'est un partage d'un bien-être, d'un patrimoine qui est unique et qu'on soit capable de réaliser l'ensemble de la raison d'être d'une nation. Le plus gros défi qu'on a présentement, c'est de se découper de l'ensemble des silos et de faire, quand je parlais de convergence, là, de faire en sorte qu'on regarde les questions plus dans un sens plus global. Okay? Dans mon français, je dirais holistique, là, mais dans une façon intégrée. On va parler présentement, la voie maritime est utilisée tout près de 40-42 % de son potentiel. Ce qui fait que quand on regarde l'optimisation des modes, que ce soit le ferroviaire, le routier et la voie maritime, on est maintenant à un point où est-ce qu'il faudrait être capable de s'assurer de cette pérennité-là en balançant les choses. Et les politiques s'en vont dans cette direction-là. Si on regarde les dernières questions américaines et canadiennes, on peut voir un grand virage vers les questions socio-environnementales. Ce qui amène avec ça le pouvoir et les moyens aussi. Cette semaine, on voyait du côté du Québec que le gouvernement axait vers ce qu'ils ont appelé Avantage Saint-Laurent. En fait, la nouvelle stratégie maritime qui commence à ouvrir certaines portes. Et depuis déjà, je dirais plus d'une décennie, le gouvernement fédéral a commencé à axer le développement
de moyens plus précis, et ainsi de suite, la navigation, la protection de la navigation. Et tout ce genre de programmes-là qui font en sorte qu'on soit capable de réaliser ce que je dis. Ce sont des beaux mots quand ils sont dans la bouche d'un être, d'une personne comme moi à la voie maritime, mais dans la réalité, il faut les livrer dans la pratique des choses. Et ça se traduit par une réglementation, j'imagine? Oui, mais c'est justement, c'est que si j'avais une baguette magique dans mes mains, j'augmenterais immédiatement l'habilité de transporter l'ensemble de cette denrée-là sur l'eau, mais ça amène des défis. Donc, il faut être prête sur la sécurité de navigation, il faut être prête sur l'intégration d'outils, de s'assurer qu'on n'augmente pas l'impact et la dette environnementale avec son utilisation. Et en fait, c'est le contraire. Si on sait bien faire les choses, on va faire les choses de façon économique avec un plus grand rendement. On va être en mesure de s'assurer que la sécurité de navigation va être meilleure. C'est déjà le cas présentement. Juste à titre d'information, si on regarde dans les endroits non gérés, on a un niveau de risque 10 fois plus élevé que sur la voie maritime. Donc, on atteint déjà ça, mais avec l'augmentation d'usage, il va falloir conserver cette performance-là et s'assurer qu'on la réduit avec l'usage. Pour baisser le camionnage et augmenter donc le transport maritime, quelle est la solution? Est-ce qu'il faut revenir à davantage de bateaux plus petits ou est-ce qu'il faut consolider davantage la navigation sur le Saint-Laurent? La solution se retrouve plutôt de l'autre côté. Regarder un bateau d'une certaine dimension, c'est de savoir être capable d'offrir une solution économique. Et il faut regarder l'impact du ferroviaire et du routier dans leur propre milieu et de voir le prix réel payé pour ça, pour être capable de regarder comment déplacer cette réalité-là sur la question maritime. Une fois qu'on a regardé le coût réel, on se rend compte que certains choix sur des solutions économiques, grandeur du bateau, vitesse du bateau, distance de déplacement, plus la distance est courte, plus le challenge, plus le défi est élevé pour être capable de rentabiliser la situation. Mais quand on regarde aujourd'hui l'achalandage des routes, si je prends Montréal-Toronto comme corridor, si on regarde le risque associé au déplacement de certaines denrées sur le chemin de fer, quel est le coût des risques pris et comment cette réalité-là peut se déplacer progressivement vers d'autres modes de transport. Et en entrée de jeu, j'utilisais une image qui était celle d'optimiser l'ensemble des modes. C'est qu'il n'y a pas de solution miracle, là, mais c'est d'être capable de regarder, de prendre un coup de recul et de regarder l'ensemble des réseaux et de s'assurer qu'on soit capable de livrer des solutions pour chaque besoin. Donc, utiliser au bon moment le transport maritime, au bon moment le rail et au bon moment le camion pour le dernier kilomètre. Exact. Ouais. Tantôt, Claude parlait depuis le port de Montréal de la question sur l'empreinte environnementale associée aux navires accostés. Le plus gros défi qu'on a présentement ne se retrouve pas sur le navire, mais se retrouve sur la distribution des énergies nécessaires à déplacer le carbone. En fait, c'est le réseau de distribution. Donc, c'est l'ensemble des moyens nécessaires à être capable de placer ce type d'énergie-là sur l'ensemble du réseau maritime pour s'assurer de sa pérennité. Certains armateurs, que je ne nommerai pas présentement, ont déjà plus de 20-25 % de leur flotte qui ont été déplacés vers les GNL. Et nous avons déjà commencé dans la voie maritime à déplacer des stations de service GNL qui vont être capables de le faire. Claude le fait déjà à Montréal. Vous allez le voir bientôt dans 2 autres ports canadiennes. Et ces ports-là, en fait, sont en train de créer le réseau auquel on fait allusion présentement. Une fois que la masse critique minimum d'entrée sera faite, vous allez voir une force de l'ensemble de la flotte, non seulement canadienne, qui va devenir sur un point de seuil de franchi et on va être capable de voir plein d'utilisations qui sont présentes. Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait être très inclusif et vous parliez des populations. C'est vrai que les populations sont en forte demande d'être mis dans les réflexions, dans les processus décisionnels. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire de ce point de vue-là? Bien, il y a beaucoup de choses qui se font déjà depuis une décennie, en fait, mais qui prennent de l'ampleur maintenant. On parlait tantôt de s'assurer du partage d'informations ou de l'implication des Premières Nations. Ici, à la voie maritime, on passe à travers 3
territoires non protégés et qui ont une très grande valeur pour les nations. Déjà, depuis 14 ans, on a fait des rencontres ou des comités de valorisation des intérêts des Premières Nations avec ces individus-là, que ce soit à Kahnawake, à Kwasesne ou d'autres intérêts du genre, et pour être capable d'être en mesure de comprendre, de valoriser et de voir les valeurs déplacées et amenées à la table qui sont sujettes de l'impact de l'activité maritime. Mais ce qui est devenu évident, et on a maintenant dans le plan de protection des océans des plateformes d'échange d'informations qui ont été réalisées depuis déjà, ça fait déjà 4 ans, là, qu'on a des plateformes qui permettent de façon structurée, intégrée, l'échange d'informations qui puissent être capables d'avoir cet échange de connaissances-là et la sagesse de centaines d'années des différents patrimoines qui viennent à ce que j'appelle le point de convergence socio-environnementale dans ce cas-là. Donc ça, c'est surtout destiné aux Premières Nations, pour les populations québécoises, pour les Montréalais, pour la population générale. Comment peuvent-ils s'impliquer? Je vais vous donner, pour moi, la plateforme en question auquel je fais allusion n'est pas seulement là pour la jambe d'une Première Nation. Je vais vous donner un exemple précis qui n'est pas de Montréal, malheureusement, là, mais dans le coin de Cornwall, il y a une grande question qui fait effet à ce qu'on appelle l'érosion des berges. Vitesse de navire dans des endroits critiques. Depuis plusieurs années, on travaille avec la communauté intégrée binationale du Grand Cornwall pour être capable de mettre sur la plateforme du plan de protection, qui n'avait rien à voir avec le plan de protection des océans, mais qui a su être capable de profiter à cette population-là pour être capable d'offrir de l'information qui leur permette d'être capable de juger de l'allure, de l'impact et de comment être capable de mettre en évidence les écarts de certains bateaux dans certaines situations pour s'assurer du bienfait de la communauté. Fait que là, on parle d'un programme de vitesse réduite, de réduction de vitesse volontaire qui a lieu entre Kingston et Montréal. Et le même genre d'approche avec les outils qui se sont vus être initiés pour des questions de Premières Nations et qui sont utilisés pour toutes les communautés. Et celle de Montréal en serait autant un bénéficiaire que toutes les communautés qui peuvent toucher la voie maritime. Oui. Et puis les habitants de Montréal sont vraiment concernés par ça parce que l'érosion, on en a, l'érosion des rives. Oui. Plutôt les inondations en amont de Montréal, mais l'érosion côtière riveraine est très importante en aval de l'île. Oui, mais je vais aller un pas plus loin parce que là, on parlait d'un impact ou d'un sujet qui est sensible à cause de sa connotation négative. Je vais le revirer sur sa tête et je vais parler de quelque chose de très positif, l'accès à l'eau. La route verte et l'habilité d'être capable d'avoir accès à l'eau dans le Grand Montréal est quelque chose qui était plus ou moins morcelé à travers les années. Ce que l'on voit maintenant, c'est l'intégration de la route verte avec les différents acteurs qui puissent être capables de permettre l'utilisation, en étant très précis, de la digue de la voie maritime sur le canal de la Rive-Sud pour être capable d'avoir accès à l'eau. Et on espère que ça sera annuel. Ça sera même en période d'hiver pour le ski de fond. Et on parle du parc Jean-Drapeau, de la Société des ponts Charles-Cartier-Champlain, de la communauté métropolitaine de Montréal qui prend la proue sur cette situation-là, la voie maritime, les 5 municipalités qui touchent la digue dans ce cas-là, puis je vous parle seulement de la digue, là, parce qu'en fait, on parle d'un réseau intégré là, de tout près de 600 quelques kilomètres, si ma mémoire est bonne. C'est très positif. Mm-hmm. Ça donne l'habilité à l'individu d'être capable de regarder cette beauté-là et d'aller toucher à l'eau, oui, d'être capable de la savourer dans son état primaire, si on peut dire. Donc, retrouver le caractère insulaire des Montréalais. Exact. Vous avez parlé de la route verte, mais il y a aussi la route bleue qui se développe beaucoup. Oui. C'est un peu sur le modèle de la route verte, d'ailleurs. Tout à fait. Et on est en train, d'année en année, on fait des nouveaux parcours à l'échelle de Montréal, enfin, des rives autour de Montréal. Actuellement, ce qui se développe beaucoup, c'est dans les îles de Boucherville et puis sur d'autre côté, sur la rivière des Prairies. Ça peut être un peu effrayant, non, pour un kayakiste de croiser un gros bateau. Est-ce que les kayakistes vont sur la voie maritime? Comment ça se passe? On a une utilisation qui est plus ou moins
présentement avec une orchestration très légère, si on peut dire. Et ce qui a besoin d'être fait, c'est de développer un régime qui permette d'être capable d'avoir un partage d'informations avec les technologies modernes, qui puisse être capable de donner à l'utilisateur, on parle du kayak, ça peut être un utilisateur avec un espace, un pas dans l'eau qui est très réduit, donc il n'a pas une facilité pour le grand navire de repérage, et donner les moyens de s'assurer que les navires soient en mesure de voir ce genre de situation-là. Et on ne demande pas aux navires de le faire, mais on demande à la voie maritime d'être capable de mettre l'accent sur ce genre d'utilisation et d'essayer de la gérer. Malgré qu'on ait très peu de juridiction sur la question, mais être capable de mettre en évidence l'utilisation sociétale, communautaire et de faire en sorte qu'il peut y avoir un régime plus orchestré de la situation. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous voilà arrivés près de cette très grande statue, l'homme d'Alexander Calder. Catherine Guillemette, bonjour. Bonjour. Tu es conseillère principale en environnement pour Transport Canada. Le fleuve et les ports les plus importants du pays étant de statut fédéral, le ministère est particulièrement concerné par la réduction des impacts du transport maritime. Tu coordonnes actuellement un projet pilote extrêmement intéressant et de grande ampleur, puisqu'il s'agit d'étudier les impacts cumulatifs du transport maritime dans le Saint-Laurent. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet et nous expliquer les actions envisagées peut-être par la suite, la finalité du projet? Oui, bien sûr. Alors, pour expliquer un peu d'où vient le projet, moi, je travaille en évaluation environnementale de projets de transport depuis plusieurs années. Et puis, dans les dernières années, il y a eu beaucoup de projets de développement avec des composantes de transport maritime qui ont été proposées, qui ont été évaluées. Pour donner quelques exemples, on a commencé il y a quelques années avec Énergie Est, un projet qui n'existe plus. Ensuite, il y a eu plusieurs projets portuaires. On a parlé de Contrecœur, Laurentia à Québec, le terminal Rive-Nord dans la rivière Saguenay aussi. Et ensuite, maintenant, aujourd'hui, on a aussi Énergie Saguenay, qui est un autre projet qui est présenté avec une composante de transport maritime. Dans toutes les évaluations environnementales de ces projets-là, il y a eu les consultations publiques et souvent, les gens, les représentants des Premières Nations soulevaient des préoccupations par rapport à l'augmentation du transport maritime, à l'augmentation du trafic. Et souvent, ils demandaient est-ce que les évaluations environnementales de projets spécifiques sont les mieux placées pour évaluer les effets cumulatifs de cette augmentation du transport. Ils demandaient aussi comment la société pourrait être davantage impliquée dans l'évaluation, puis pour essayer d'orienter les réflexions sur les effets cumulatifs du transport maritime. Alors, Transport Canada, en tant qu'organisation réglementaire, organisme réglementaire du transport, on s'est demandé est-ce qu'on pourrait initier une évaluation des effets cumulatifs au niveau régional. Tu peux nous expliquer la différence entre juste étudier les impacts et étudier les impacts cumulatifs? C'est quoi l'enjeu, la différence finalement? Bien, vous voyez, dans les dernières années, on y allait projet par projet. On évalue, un projet est présenté, on évalue les effets potentiels de ce projet-là et puis ensuite, on propose des mesures et on voit comment on peut atténuer les projets. Quand on parle d'effets cumulatifs, on veut avoir une vision plus globale ou avoir une vision, si je peux utiliser un autre terme, régionale pour évaluer ces différents effets-là qui s'ajoutent de projet en projet. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'en 2017, on a lancé une invitation à plusieurs parties prenantes parce que Transport Canada ne peut pas être seul dans une évaluation régionale ou une évaluation des effets cumulatifs. Il y a plusieurs parties qui sont concernées. Alors, on a lancé l'invitation auprès des autorités portuaires. Alors, bien sûr, on a le port de Montréal qui est impliqué dans nos discussions depuis le début, auprès des gens de l'industrie, le groupe CSL qui est aussi impliqué dans nos discussions. On est allé chercher aussi les ONG, les comités ZIP qui représentent les citoyens pour pouvoir discuter avec eux. Le gouvernement du Québec, très important, une partie essentielle lorsqu'on discute aussi du transport maritime. Et bien sûr, les représentants des Premières Nations. Alors, toutes les Premières Nations ont été invitées autour de la table pour discuter. Les premières questions qu'on a posées aux gens,
selon vous, c'est quoi les facteurs de stress qui découlent du transport maritime qui pourraient avoir le plus d'impact? Les gens ont soulevé le déplacement des navires en soi, bien sûr. On a soulevé les rejets opérationnels, les rejets accidentels, les ancrages reliés aux embarcations. Le dragage aussi a été mentionné comme un élément. Et ce que je devrais mentionner, bien sûr, quand on parle d'évaluer les effets cumulatifs du transport maritime, on ne parle pas seulement des navires de marchandises. C'est très important, je pense, de considérer tous les types d'embarcations ou d'usagers qu'on a sur le Saint-Laurent. Alors, on a les traversiers, on a les bateaux de croisière, les plaisanciers, les bateaux de pêche aussi. Alors, tous ont un potentiel d'avoir des impacts et je pense qu'il faut considérer la contribution de chacun dans une analyse des effets cumulatifs. Ensuite, on a demandé à tous les gens qui sont autour de la table aussi, tous nos collaborateurs, quelle portée géographique devrait avoir notre projet pilote. Malheureusement, dans un projet comme celui-là, on ne peut pas couvrir tout le Saint-Laurent, mais les gens ont dit qu'ils aimeraient quand même qu'on couvre les secteurs où les grands projets de développement ont été proposés. Alors, on a décidé de partir de Montréal et de se rendre jusqu'à Pointe-des-Monts, donc ce qui couvre environ le secteur fluvial et le secteur de l'estuaire du Saint-Laurent, mais aussi de monter un peu dans la rivière Saguenay, où est-ce qu'il y a aussi des projets de développement dans ce secteur-là. Et finalement, la dernière question qu'on a posée aux gens, c'est qu'est-ce que les gens voudraient retrouver dans l'analyse? Quelles composantes, selon eux, sont vulnérables aux activités maritimes et puis qui pourraient être impactées? Alors, si on parle du secteur fluvial, le secteur qui nous intéresse aujourd'hui, les gens ont voulu couvrir l'intégrité des berges, donc l'érosion due aux activités maritimes, les habitats de poissons, les frayères, les sites d'alvinage, les milieux humides, alors tous les différents habitats qu'on retrouve dans le secteur fluvial, et la qualité de l'eau aussi. Et un dernier qui a été soulevé, c'était les sites d'importance. Que ce soit des sites d'importance culturelle pour les Premières Nations, que ce soit des sites archéologiques, les aires protégées. Alors, différents sites qui peuvent avoir une importance, que ce soit des sites récréatifs aussi. Donc, on a voulu couvrir ces éléments-là dans notre analyse pilote. Ensuite, on travaille maintenant avec l'Université Laval, qui est avec laquelle on a un contrat pour effectuer l'analyse. Ils ont proposé une méthodologie. Ils l'ont présentée à tous nos collaborateurs qui ont pu commenter, poser des questions, parce que c'est très important que, pour nous, c'était très important que notre projet pilote soit vraiment collaboratif du début à la fin, que les gens aient l'occasion de contribuer, de commenter toute l'évolution du projet. On devrait avoir des résultats en mars 2022. Et avec les résultats de cette analyse-là, on aimerait recommander des mesures d'atténuation, des stratégies d'atténuation, des mesures de gestion, différentes façons d'atténuer les effets qui auront été identifiés dans le cadre de l'analyse. Et encore, à ce niveau-là, ça va être fait de façon collaborative. On veut avoir vraiment tous les experts autour de la table, les personnes concernées, mais aussi les communautés côtières ou les représentants des Premières Nations pour pouvoir développer des mesures qui sont réalistes, mais qui vont pouvoir aller ajouter peut-être certains éléments qui manquent pour protéger ces composantes-là qu'on a analysées. Alors, ça fait un peu le tour de notre projet pilote. Je suis ce projet en tant que représentante du comité ZIP Jacques Cartier et je dois dire que dans le réseau des comités ZIP, on attend avec impatience les résultats parce que c'est quelque chose qu'on répète depuis très longtemps, qu'il faut prendre les impacts cumulatifs et pas simplement voir à petite échelle ce qui est fait. Puis, par exemple, c'est le cas pour tout ce qui est l'hydromorphologie du fleuve, parce que ce qui va avoir un impact à un endroit ou un aménagement fait à un endroit va avoir des impacts en aval, par exemple. Mais c'est aussi le cas pour la biodiversité. Et si on ne considère qu'à échelle très, très locale, finalement, on peut à plusieurs endroits fragiliser une même espèce et la faire disparaître au final. C'est très important d'aller regarder plus large qu'un secteur seulement. Ce qui peut être difficile, en fait, dans ces études-là régionales, ça va souvent être l'accessibilité des données.
Alors, c'est souvent ça qui va être le facteur limitant. Est-ce qu'on va être capable d'avoir toutes les données nécessaires pour effectuer, par exemple, l'analyse sur les effets sur la qualité de l'eau? Et comment on va pouvoir faire le lien direct avec les activités maritimes? Parce que, bien sûr, on est conscient dans une étude régionale qu'il n'y a pas seulement un secteur d'activité qui va avoir des impacts sur une composante. Il va y avoir plusieurs autres secteurs, les activités municipales, bien sûr, ou activités agricoles et autres, mais dans notre projet, on se concentre sur un seul secteur d'activité. Donc, il faut quand même garder ça en tête puis prendre ça en considération. Et c'est évidemment très difficile, comme tu as dit, de faire la différence entre ce qui va être un impact maritime et un impact urbain ou agricole. Pour la qualité de l'eau, c'est le cas, mais aussi, par exemple, pour l'érosion. On disait tout à l'heure que les navires ont déjà beaucoup ralenti leur vitesse. C'est le cas dans le chenal maritime, c'est le cas aussi dans la voie maritime. Donc ça a baissé l'impact sur les rivages en termes d'érosion. Et par ailleurs, on a des plaisanciers à moteur, notamment, qui sont extrêmement agressifs pour les littoraux. Donc j'imagine que ça va faire partie de l'analyse, ça, dans le projet. Et est-ce que la distinction va être faite justement entre le transport commercial, le transport de plaisance, par exemple? Comme j'ai dit tout à l'heure, en effet, c'est important de considérer les différents usagers parce que des fois, on croit que les gros navires vont avoir plus d'impact, mais les petits plaisanciers peuvent en avoir autant aussi. Comment que la balance va être effectuée dans le cadre de l'analyse, c'est toujours, ça aussi, c'est un défi. Ça va dépendre de l'équation ou de la méthodologie utilisée par notre chercheur. Notre chercheur utilise une approche qui considère plusieurs facteurs de stress et avec plusieurs composantes, puis qui évalue la vulnérabilité de chacune de ces composantes-là par rapport aux différents facteurs de stress. Puis ensuite, il les met ensemble, puis voit à quel point un facteur de stress qui pourrait être la vitesse des bateaux de plaisance ou le déplacement des bateaux de plaisance additionné à le déplacement des gros cargos, par exemple. Donc, probablement qu'on n'aura pas la réponse spécifique de dire est-ce que 10 de l'impact vient des plaisanciers puis 20 vient des bateaux de pêche, tout dépendant de la composante. On n'aura peut-être pas cette réponse spécifique-là, mais je pense qu'on va pouvoir déterminer les composantes qui sont plus vulnérables puis qui ont probablement besoin de davantage de mesures de gestion ou de protection pour pouvoir diminuer là, cet impact-là de nos activités maritimes. Et en termes de rendu, donc il y aura des recommandations qui seront faites. Est-ce qu'il y aura une cartographie, par exemple, des zones les plus stressées ou les plus vulnérables? Oui, exactement. Oui, alors le rapport qui va être présenté, en effet, on va avoir des cartes qui vont démontrer les secteurs et les composantes plus vulnérables que d'autres. On va les rendre disponibles aussi parce que l'objectif du projet, c'est de rendre accessible l'information. Souvent, on réalise qu'on a beaucoup de projets ou on a beaucoup d'initiatives un peu partout, mais c'est dur d'avoir accès à toute cette information-là. Alors, avec le projet pilote, bien, on regroupe l'information et on la rend accessible avec une plateforme sur Internet ou aussi en collaborant avec des organisations telles que l'Observatoire global du Saint-Laurent, par exemple. Et en termes de recommandations, bien, il peut y avoir plusieurs types de recommandations. Il peut y avoir des propositions de mesures volontaires. Vous avez mentionné la réduction de vitesse tout à l'heure, donc ça peut être un exemple. Il peut y avoir d'autres types de mesures volontaires. Il peut y avoir des recommandations au niveau des politiques, au niveau de la réglementation, si on voit qu'il y a des règlements ou des lois qui pourraient être révisées. Donc, toutes les possibilités sont ouvertes, puis ça va être vraiment à discuter avec nos collaborateurs. Ce seront des données ouvertes, donc ils vont collecter plein de données de recherche, donc j'imagine qu'elles sont ouvertes elles aussi, parce qu'il peut y avoir des questions de confidentialité. Est-ce que ça sera donc versé sur l'inventaire, enfin le site de l'OGSL, l'Observatoire global du Saint-Laurent? Donc, c'est un bon point ce que vous mentionnez. La confidentialité est un élément très important, particulièrement, en fait, quand on va chercher des données auprès de l'industrie, quand on va chercher des données auprès des Premières Nations. Alors, on a des ententes de confidentialité qui sont signées avec nos collaborateurs, avec les fournisseurs de données.
les données qui seront rendues accessibles sur les différentes plateformes peuvent être des données transformées ou des données qui mentionnent surtout la source d'information. Puis, de cette façon-là, les gens peuvent communiquer directement avec les détenteurs de données, mais ce n'est pas toute donnée qui est automatiquement mise à la disposition, ou toute donnée brute là, qui est automatiquement mise à la disposition de Mais il y aura un résultat qui sera à disposition pour les Montréalais qui veulent... Exactement, il y aura des données ouvertes. Oui. Donc, nous voilà au bout de l'île, place des Nations, pour notre dernier entretien. J'ai le plaisir de retrouver Claude Comtois, professeur de géographie à l'Université de Montréal, spécialiste du transport maritime et ancien directeur de la thématique transport maritime durable et intelligent du réseau RQM. Québec, oui. Il a formé de très nombreux acteurs du milieu maritime et portuaire montréalais, dont Caroline Denis, et il a supervisé mes recherches. Bonjour Claude, pourrais-tu mettre en perspective plus globale ce qui vient d'être dit sur le transport maritime et ses efforts de décarbonisation et de verdissement? OK. D'abord, il faut comprendre que il se transporte à peu près 11 milliards de tonnes de marchandises par voie maritime dans le monde. Et ça représente à peu près 80 des volumes des échanges commerciaux et 70 en termes de valeur. Alors, les systèmes maritimes et portuaires représentent vraiment un baromètre de l'économie monde. Lorsqu'on parle du système Saint-Laurent, l'axe laurentien, il y a environ une vingtaine de ports. L'ensemble de ces ports-là vont manutentionner autour d'à peu près 150 millions de tonnes par année. Mais un élément qui est mal compris, c'est que 50 de ce trafic-là est destiné à l'international. Alors, les ports du Saint-Laurent sont vraiment des ports internationaux. Et ce n'est pas juste l'importation. On exporte beaucoup de produits. Il y a des produits miniers, il y a des produits également à très haute valeur ajoutée. Et lorsqu'on parle du port de Montréal, parce qu'on est présent ici, le port de Montréal, c'est 40 millions de tonnes par année. Les gens ne soupçonnent pas que les produits en transit, c'est 100 milliards de dollars par année. Et les actifs portuaires et ces opérations supportent à peu près 20 000 emplois, directs et indirects. Alors, c'est un acteur majeur sur l'axe laurentien. Et il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'autres ports qui vont faire ça. L'autre élément à considérer, et ça répond un peu à ta question, c'est que les ports ou l'industrie maritime, puis on l'a vu avec Canada Steamship Lines, CSL, on l'a vu avec la voie maritime du Saint-Laurent, etc., et d'autres acteurs qui font de la recherche, l'industrie maritime qui affiche des problèmes environnementaux n'est plus concurrentielle. Et c'est vrai partout dans le monde, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique. Les ports et l'industrie maritime sont obligés d'être très proactifs. Il faut vraiment répondre à des enjeux de développement durable. D'autant plus que le développement durable est devenu maintenant un avantage concurrentiel sur les marchés. Alors, c'est extrêmement important. Et on le voit, on l'a vu tout à l'heure là, avec Caroline Denis, on l'a vu avec Claude Deschambault au Port de Montréal. On voit que les acteurs de l'industrie, ils prennent des actions. Ils vont le faire. Et il faut comprendre que ça ne se situe pas dans un vacuum. C'est-à-dire que les gouvernements, à titre d'exemple, le gouvernement canadien a un plan pan-canadien de lutte contre les changements climatiques. Ils ont un plan de stratégie de développement durable. Récemment, le gouvernement a adopté une stratégie de carboneutralité 2050. Le gouvernement du Québec n'est pas en reste. Ils vont faire la même chose. Ils ont un plan de stratégie de développement durable. Ils ont mobilité durable. Ils viennent d'adopter cette semaine une mise à jour de la stratégie maritime. Et un des enjeux, c'est d'abord, ils investissent 900 millions
notamment dans les infrastructures, dans un contexte de meilleures pratiques environnementales. Alors ça, c'est très bien. Mais la Ville de Montréal non plus n'est pas à l'écart. Ils ont leur plan climat et tous ces éléments-là vont interpeller les ports. Ici, dans le cas de Montréal, ça va interpeller le port de Montréal, qui est obligé de prendre des mesures à cet effet-là. Et d'autant plus que l'industrie ne fonctionne pas de façon isolée. Ils ont des partenaires, que ce soit outre-mer, et il faut qu'ils soient au même diapason. Et il y a des pratiques environnementales qui s'échangent entre les différents partenaires. Alors, il ne faut pas voir l'industrie comme étant lente ou peu importe. Vraiment, ils sont très proactifs, ils agissent, et dans certains cas, ils sont même en amont des principales préoccupations dans le milieu. Oui, on voyait avec Caroline Denis qu'il y a énormément d'innovation technologique qui se fait, donc beaucoup de recherche et développement qui se fait. On a parlé donc, à propos du port qu'il y a l'électrification des ports qui se fait. Donc là, c'est un jeu entre les compagnies de transport qui doivent, elles aussi, équiper leurs navires et les différents ports. Et évidemment, plus il y a de ports qui sont concernés, plus on peut développer ces pratiques-là. Exact. On en est où actuellement de l'électrification, justement? OK. C'est une très bonne question. Mais j'irais juste un peu plus large que ça. C'est-à-dire qu'il y a à mes yeux, présentement, il y a deux grands enjeux. Le premier, comme tu as mentionné à raison, c'est toute la question de la transition énergétique. Mais ce n'est pas uniquement l'électrification à quai, ou ce n'est pas uniquement les combustibles dans les navires. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et, par exemple, tu vas avoir l'industrie, je parle de l'industrie, les transporteurs et les administrations portuaires, ils doivent adopter des indicateurs de performance sur leur consommation énergétique, sur l'efficacité énergétique. Ça, c'est un. Deux, ils vont avoir des incitatifs. Déjà, des organismes internationaux vont commencer à faire une tarification carbone, où il va y avoir des incitatifs, des bourses carbone, où les transporteurs ou les administrations portuaires vont être impliqués là-dedans. Le troisième, c'est ce qu'on appelle la mobilité écologique. Alors oui, c'est là que tu as l'électrification à quai, mais c'est là aussi qu'il va y avoir des actions. Le Port de Montréal le fait avec son portail camion pour réduire la congestion, les émissions de gaz à effet de serre, etc. Et dans certains cas, il va y avoir des camions électriques. On va électrifier les instruments, on va électrifier les équipements. Ça rentre là-dedans. Le quatrième, c'est d'identifier, et Caroline Denis l'a mentionné, des carburants alternatifs. Bon, ça se fait très bien. On le voit déjà pour l'industrie des transporteurs. Pour les ports, c'est l'éolien, ça va être le marémotrice dans certains cas, ça va être l'énergie solaire. Et enfin, les stratégies de développement durable amènent même à identifier des nouvelles niches de marché. On pense à l'hydrogène vert, par exemple. Alors, c'est un très gros enjeu et ça touche beaucoup de secteurs au sein de l'industrie maritime et portuaire. Ça, c'est un volet. Le second, qui est très important à mes yeux, c'est toute la lutte contre les changements climatiques. Et on le voit, tu ne peux pas séparer la transition énergétique des changements climatiques, ça va ensemble. Et il y a de très grands projets qui sont présentement en cours. Nous-mêmes, on en dirige un avec le groupe Ouranos sur les changements climatiques, avec le Port de Montréal, le Centre de recherche des transports. On est impliqué dans un méga projet qui vise et c'est financé par Transport Canada, et ça vise à identifier des mesures ou des actions, des décisions qui vont permettre d'accroître la résilience des actifs, des opérations et des chaînes d'approvisionnement. Alors, c'est des projets très complexes, à peu près à la même ampleur que le présenté Mme Guillemette, là, c'est dans les mêmes cadres. Ça implique beaucoup d'acteurs. Et, par exemple, dans notre cas, on a développé, conjointement avec l'administration portuaire de Montréal, des indicateurs critiques pour les actifs, les opérations, les chaînes d'approvisionnement. Et les facteurs critiques, c'est comme par exemple, est-ce que ça affecte la sécurité des employés? Est-ce que ça affecte la fiabilité?
la sécurité, les urgences. Ça va très loin comme facteur. Et on analyse tout ça. D'un autre côté, avec le groupe Ouranos, on a identifié à peu près 25 paramètres climatiques, ce qui est énorme. Alors, Mme Guillemette avait parlé tout à l'heure de la difficulté d'avoir des bases de données. C'est vrai, je peux vous l'assurer, ce n'est pas évident. Mais c'est des très beaux défis. Et on a colligé des bases de données sur parfois 50, 60 ans. On développe des modèles sur 30, 40, 50, 60 ans dans le futur et de voir comment les actifs, les opérations, les chaînes d'approvisionnement peuvent réagir à ça. Alors, c'est très emballant et je peux vous assurer que c'est pas... l'industrie maritime et portuaire, c'est pas moribond, là. On a du plaisir là-dedans. Elle est en pleine transformation. Ah oui, c'est en pleine transformation. Et j'irai plus loin, et je te prends le mot au bon, c'est, quand tu parles de transformation, on est maintenant à intégrer des technologies disruptives, l'intelligence artificielle, tous ces éléments-là, comment on peut faire le pont entre ça, la protection de l'environnement, la résilience des actifs et de l'opération. Alors, c'est des très beaux défis. Et comme chercheur, c'est très plaisant parce que tu ne peux pas te permettre d'être confortable. Tu es obligé de développer des nouvelles méthodes. Tu es obligé de développer des nouveaux procédés. Alors, c'est très emballant. Et ce qu'on remarque, c'est la très grande coopération qu'il y a entre les transporteurs, les ports, les chercheurs. Et tout le monde veut travailler. Personne ne travaille en silo là-dedans. Et c'est comme si, je vais prendre l'exemple du port de Montréal, c'est comme si tu es un agent communautaire. Tu es obligé de travailler avec les transporteurs, les camionneurs, les chemins de fer et les communautés locales. Tu es obligé de le faire. Et c'est là qu'on développe des synergies, des plans de développement durable qui s'adaptent à leur environnement communautaire. Alors, c'est vraiment très plaisant de travailler là-dedans. Depuis quand et comment est-ce que ces communautés sont impliquées? Ça se fait de plusieurs façons. D'abord, il faut comprendre qu'il y a des questions de relations de voisinage. C'est du donnant-donnant. C'est-à-dire que les activités du port, je prends le cas du port, les activités du port auraient des retombées sur les espaces limitrophes au port. Et il faut comprendre qu'un port va avoir des besoins en termes, disons, là, je parlais des technologies disruptives. Mais est-ce qu'on sait, est-ce que vous savez qu'il y a des start-up qui s'installent à proximité du port, qui créent des emplois, qui amènent des logements, qui créent une valeur ajoutée parce que le port a besoin de ces gens-là et eux s'installent là. Et il y a tout un aspect de valeur ajoutée, de plus-value qui tombe sur les communautés. Évidemment, il y a tout un aspect de formation continue qui rentre là-dedans, mais c'est gagnant-gagnant. L'administration portuaire n'a pas intérêt à avoir des problèmes avec son voisinage, mais le voisinage, il faut qu'il reconnaisse c'est quoi les retombées positives, comment les activités économiques du port ont des retombées en termes de création de l'emploi, etc., pour les salaires et ainsi de suite. Alors, c'est vraiment... c'est incontournable. Ils sont obligés de travailler main dans la main. Juste une dernière question de taille, je pense. On dit que le meilleur déchet est celui qui n'est pas créé. En étendant cette logique, est-ce que le cargo le plus vert n'est pas justement celui qui n'existe pas? Il faut qu'on se parle, toi puis moi. Bon, c'est pour ça que je m'attendais à quelque chose comme ça. C'est pour ça que, d'entrée de jeu, je te disais, l'économie monde tourne autour du transport maritime. Tout le monde est bien, on va dire, on va faire de l'achat local. Il y a des choses que tu ne peux pas acheter localement. Et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui exportent à outre-mer? Il y a des milliers d'emplois qui dépendent des ports parce que on produit on produit des produits, si on veut, là, qui sont recherchés à l'international. Et on a fait les études. Qu'est-ce qui arrivait s'il n'y avait pas de port? Mais là, ça arriverait par camion, ça arriverait par train. Bonjour les dégâts, là, les émissions de gaz à effet de serre. On a fait ces études-là. On sait que c'est incroyable. Pour aller de façon un peu plus positive, c'est pour ça que déjà les ports, et c'est compliqué, je ne dis pas que j'ai les réponses, là, mais c'est des enjeux de recherche qui devraient intéresser les gens qui vont nous écouter. Toute la question de l'économie circulaire, le zéro déchet. Mais oui, mais le zéro déchet, c'est presque impossible, c'est une utopie.
Par contre, tu peux peut-être récupérer ce qui arrive. Puis on l'a vu, Caroline Denis en a parlé tout à l'heure, le recyclage des navires. Bon, mais dans les ports, c'est la même chose. On travaille déjà à mettre en place cette économie circulaire et ça va très loin. Et comment on s'y prend, c'est quoi la méthode? Déjà, c'est assez balbutiement, mais dans d'autres ports du monde, ils le font. Rotterdam, Anvers, Hambourg, pour donner ces exemples-là. Singapour, même chose. Ils vont trouver une façon de voir à ce que les extrants, disons, polluants ou autres, ça peut être du carbone, de l'un sert d'intrant pour l'autre. Alors, on y arrive. Okay? C'est un long processus, mais zéro déchet, c'est peut-être une utopie, mais d'en arriver à une façon à recycler les externalités négatives, si on veut, appelons ça comme ça, des administrations portuaires ou des navires, parce que les navires ont des eaux de l'Est. Les activités de dragage, on en parlait tout à l'heure, mais tu peux les récupérer, les sédiments. Ça se fait dans d'autres pays. Les eaux de l'Est, on peut les récupérer. Alors, au port de Montréal, ils récupèrent les eaux de pluie. Alors, tu sais, on le fait déjà. De voir est-ce que les locataires du port, comment ils vont contribuer à ça, mais ils sont ouverts. Et eux, ils arrivent et disent « Dites-nous comment. On commence par où? Comment on va faire? » Puis, les gens ne sont pas contre cette idée-là. Ils veulent juste dire comment on arrive à recycler ça. Ta question est très bonne. Et c'est des axes de recherche pour un postdoctorat, par exemple. L'industrie, les différents acteurs, les territoires, les institutions et les chercheurs réfléchissent beaucoup et dépensent beaucoup de ressources pour gérer tous ces impacts socio-écologiques, notamment grâce à des solutions technologiques, organisationnelles et réglementaires. Bon, nous arrivons au bout de notre rencontre. Merci beaucoup, Claude Comtois. Je vous remercie tous les 5 de vous être joints à moi aujourd'hui, d'avoir répondu à mes questions. Le temps était court, mais beaucoup de choses ont été dites et je crois que ça fait beaucoup d'éléments de compréhension et de réflexion pour les gens qui nous écouteront.